Alors, donc maintenant qu'on a vu la phase de préparation, je ne sais pas si vous commencez déjà à regarder les petites annonces, mais voilà, n'hésitez pas, s'il faut faire aussi des visites, allez-y. Je ne vous ai pas encore donné toutes les clés en main, toutes les fléchettes, mais voilà, vous pouvez commencer à vous former sur le terrain. Mais s'il vous plaît, allez pas jusqu'au compromis, il y a encore des choses à voir. Donc chapitre 3, étude du marché immobilier en France. Donc on va voir comment se comporte l'immobilier actuellement. Donc pour ça, on va parler des généralités. Donc là, on voit la proportion entre les propriétaires et les locataires. Donc il y a 60% de propriétaires et 40% de locataires. La majorité des propriétaires paient plus de charges qu'elles n'encaissent de loyer. C'est ce qu'on appelle le cash flow négatif, vous devez connaître maintenant. Donc pourquoi? Parce que la majorité des gens sont dans ce schéma de vie-là où il faut trouver un travail, acheter sa résidence principale, payer le crédit, retourner au travail, ainsi de suite. Et dès que le crédit est terminé, à ce moment-là, vous profitez de votre retraite ou de la vie. Voilà, c'est le schéma de vie inculqué pour une majorité des personnes. C'est pour ça qu'il y a un gros cash flow négatif. Tant mieux, comme ça ça nous permet de faire différemment et d'avoir les meilleures occasions. Donc vous devrez être de ceux qui gagnent tout de suite sans attendre 15, 20, 25 ans que le crédit soit terminé. Voilà. Donc dans les 60% de locataires, de propriétaires, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc les investisseurs en France, comment ils se répartissent? Donc la grosse part des personnes qui payent pour leur résidence principale, c'est 57,4% propriétaires occupants. Donc c'est ici que vous avez beaucoup de cash flow négatif parce que les gens habitent dans leur bien, dans leur maison ou appartement. Vous avez les investisseurs institutionnels. Donc ça c'est par exemple des fonds d'investissement, des fonds de retraite, voilà, différentes institutions qui investissent dans le locatif. Vous avez les bailleurs sociaux, ça vous devez connaître, HLM, voilà, pour être en adéquation avec la loi, selon les communes, on a des obligations d'avoir des logements sociaux. Donc c'est ça, 18,6%. Et ensuite, vous avez les bailleurs privés. Donc c'est dans cette catégorie-là que vous allez vous inscrire, dans les 23,5%. Donc voilà, c'est une minorité. C'est pas la minorité, elle vient juste derrière les propriétaires occupants. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui achète pour faire du locatif. Voilà. La majorité des gens achètent pour vivre dedans, donc ils sont dans leur projet de vie, trouver la maison de leurs rêves, mais voilà, ils ne pensent pas à plus tard, ils ne pensent pas au stade où au bout de 7 ans et demi on part de sa maison. Il y a les divorces, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, donc il faudra que vous soyez dans l'esprit investissement et non l'esprit habiter dedans. Après, si vous voulez acheter pour habiter dedans, gardez cette notion d'investissement et négocier un maximum pour pouvoir dégager une plus-value le jour où vous voudrez vendre, ou si vous voulez garder cette maison, le jour où vous voudrez mettre en location dans 7 ans ou 8 ans, et ben vous pourrez le faire parce que vous avez bien négocié. Le nombre de transactions par an, vous voyez, ça a explosé. Il y a eu plus d'1 million de transactions l'année dernière, ça a même dépassé. Donc pourquoi? Voilà, il y a les taux qui sont extrêmement bas, donc les gens achètent plus facilement. Voilà. Donc vous voyez, les transactions ont explosé. L'évolution historique des prix, voilà, il y a différentes notions qu'il faut prendre en compte. Les prix ont augmenté, le montant total des ventes de logements anciens a augmenté, et vous voyez, l'indice des loyers, lui, reste assez constant, si vous préférez. Ça ne veut pas dire que si vous allez, par exemple, moi je vais prendre le cas de Nevers, la ville où j'habite actuellement. L'immobilier, voilà, c'est pas la joie parce que la population diminue. C'est une ville moyenne qui perd des habitants depuis les années 80. L'année dernière, on a eu 1000 habitants en moins. Par contre, le prix de l'immobilier a baissé, mais les loyers n'ont pas changé. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que, ok, il y a plus de vacances locatives, ok, il y a plus de risques,
Mais si vous mettez les ingrédients pour ne pas faire comme les autres et faire la différence, comme avec l'appartement que j'ai rénové où j'ai mis des produits de qualité, ou le peu de visites que j'ai eu, sur 3 visites, j'ai eu 2 demandes. Donc ça, c'est parce que il y avait des produits de qualité. J'ai pas mis la petite kitchenette, la petite cuisine, non, j'ai mis une cuisine équipée. J'ai pas mis le petit meuble pourri, excusez-moi du terme, dans la salle de bain, non, j'ai mis le meuble suspendu. Voilà, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire des affaires. Donc j'ai mis des produits de qualité, un miroir avec LED, des lustres jolis suspendus, un canapé réversible. Voilà, faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez faire comme tout le monde et pratiquer des loyers bas mais galérer à le louer, ou soit mettre de la qualité, prendre le risque de mettre de la qualité et payer plus au départ, mais que ça va se louer plus facilement et vous aurez une plus grande rentabilité. Parce que vous voyez, les loyers, voilà, ça bouge pas trop. À Paris, le prix de l'immobilier est perché, mais les loyers, voilà, ils ont légèrement augmenté, mais c'est pas tant que ça. L'évolution inégale des prix, voilà, vous voyez, par exemple, il y a certains endroits où ça date de 2016, mais vous voyez, à certains endroits, Rennes, ça a augmenté. C'est où? C'est Bordeaux où ça a explosé parce que justement, il y a eu le TGV, il y a eu pas mal de choses. Lyon, ça a explosé. Lyon, aujourd'hui, on doit être à 10 000 euros du mètre carré. Saint-Étienne, ça a dégringolé. Là, ça commence à repartir à la hausse. Et vous voyez le taux d'endettement des ménages qui est passé à plus de 60%, alors que dans les années 2000, on était à 30% de taux d'endettement. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vu que les taux sont bas, les gens investissent plus. Et voilà, le taux d'endettement a augmenté. Et l'évolution du marché n'est pas la même partout. Donc si vous partiez dans l'idée d'investir dans la pierre en vous disant, quoi qu'il arrive, le bien va prendre de la valeur, c'est faux. C'est faux. On le voit là à travers ce slide. Selon les endroits, le marché peut s'écrouler ou partir à la hausse. C'est inégal. Voilà. Il n'y a pas un marché fixe en France. C'est disparate. C'est selon l'endroit, selon le dynamisme de la ville, selon le quartier. Voilà. Il faut que vous partiez là, on fait l'étude de marché en général en France et vous descendez petit à petit à votre niveau pour savoir comment vous allez investir. L'évolution des prix depuis 2010, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui a investi en 2010 et qui se disait, voilà, de toute façon, l'immobilier va monter, c'est pas grave si j'achète trop cher, et ben depuis 2010, les prix n'ont pas dépassé le plus haut. C'est-à-dire que en 2010, voilà, en pourcentage, en 2010, on va prendre un bien qui était à 100 000 euros. Aujourd'hui, il doit être à 90 000 euros. Les prix ont baissé. Et cette personne-là, même 20 ans après, elle est toujours perdante. Voilà. Donc, il faudra bien choisir le moment où vous allez investir, l'endroit où vous allez investir et comment vous allez investir. Ce qui influence les prix, voilà, il y a différents critères qui viennent impacter le prix à la hausse ou à la baisse. Donc le taux d'intérêt, donc c'est l'intérêt d'emprunt. Là en ce moment, il est extrêmement bas, vous voyez, depuis les années 80, il fait que baisser. L'inflation, donc ça c'est l'augmentation des prix, donc ça reste stable, en moyenne entre 1,6% et 2% à l'année d'augmentation générale des prix. Le flux d'investissement, l'offre et la demande, voilà, ça c'est la base même de l'économie. Si par exemple vous partez à Paris, il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres, donc les prix explosent. C'est mécanique, c'est comme ça. Vous venez à mon niveau à Nevers, très peu de demandes, beaucoup d'offres, donc là il y a moyen de négocier. Et il y a moyen de dégager un cash flow supérieur à la moyenne. Voilà, c'est tout à fait logique. Après, dans les flux d'investissement, il y a aussi les investisseurs étrangers. Voilà, si vous avez un investisseur qui vient, qui veut racheter, il s'en fiche du prix, il veut juste investir. Je prends le cas des grandes villes, Lyon, Paris, là où ça augmente, et il a une grosse capacité de financement. Voilà, cette personne-là va faire que le marché va augmenter mécaniquement parce que elle fait une rasée entre guillemets et elle achète en lot et en gros. L'activité économique, donc là on voit différentes villes, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulon, Amiens, vous voyez l'évolution.
depuis septembre 2015 jusqu'à septembre 2019, certaines villes ont perdu, le marché de l'immobilier a baissé, d'autres villes comme Nantes, le marché a augmenté. Vous prenez Bordeaux, 38%, c'est énorme. Vous prenez Lyon, 27%. Ceux qui ont investi en 2015, ils doivent être pas mal si jamais ils vendent aujourd'hui. Après, voilà, Mulhouse, par exemple, ça a baissé de 11%. Ok, si vous avez investi en 2015, c'est embêtant. Mais si vous avez bien négocié et que votre bien se loue assez correctement avec des loyers un peu au-dessus de la moyenne, c'est pas grave si le marché a chuté. Ok, en termes de probabilité, il y a moins de chances de louer, mais voilà, si vous faites partie d'une minorité qui a mis des produits de qualité, il n'y a pas de raison que vous ne louez pas votre bien. Voilà. Aujourd'hui, investir sur Nantes, alors que le marché est vraiment, vraiment haut, c'est pas forcément une excellente idée. Et il faut voilà, essayer de privilégier les endroits où ça commence à repartir à la hausse petit à petit. Donc il faudra faire votre analyse, notamment avec le site internet rendementlocatif.com. Vous avez aussi impôt.notaire.com qui vous permet de voir le prix moyen et l'évolution chaque année. Et donc là, vous voyez si ça repart à la hausse ou pas. Et essayez d'analyser votre ville ou la ville dans laquelle vous voulez investir. Petit comparatif entre Mulhouse et Lyon. Pourquoi Mulhouse ça descend et Lyon ça augmente? Donc là par exemple on va regarder la population active par exemple. Et donc là on voit à Mulhouse que la population active est de 40%, 40,4%, alors qu'à Lyon elle est de 53,2%, 13% de plus d'actifs à Lyon. Ensuite le chômage est de presque 15% à Mulhouse, alors qu'à Lyon, il est de 8%, moins de chômeurs. Les retraités, 21,9%, donc on va dire 22% à Mulhouse, 18,5% de retraités à Lyon. Moins de retraités, donc plus de revenus, plus de capacité de financement et de loyer. Les étudiants, moins d'étudiants à Mulhouse, plus d'étudiants à Lyon, donc qui dit étudiant, besoin en logement. Hommes ou femmes au foyer, plus de personnes hommes ou femmes en foyer, donc 7% à Mulhouse et seulement 2,5% à Lyon. Vous prenez les inactifs, 7% à Mulhouse et seulement 3,3% d'inactifs à Lyon. Ceci explique cela. Voilà. Donc l'endroit où vous voulez investir, vous allez faire votre analyse. Vous allez voir l'évolution précédente, vous allez savoir si dans l'année prochaine ou dans 2, 3, même 10 ans, comment va évoluer le marché. Moi, à Nevers, je pense, après ça dépend, le marché de l'immobilier peut aller très vite, je pense qu'il va continuer à baisser. Donc ça fait plus d'opportunités. Voilà, peut-être que du jour au lendemain, ça peut repartir à la hausse, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas pour rien qu'à Lyon, aujourd'hui, le prix au mètre carré est de 10 000 euros. Donc voilà le comparatif. Analyse donc l'évolution des prix entre Mulhouse et Lyon s'explique par le dynamisme de la ville. Il y a plus d'actifs à Lyon qu'à Mulhouse. Il y a moins de chômage à Lyon qu'à Mulhouse. Il y a plus d'étudiants à Lyon qu'à Mulhouse, etc., etc. Donc s'il faut retenir 3 points aujourd'hui, c'est cela. C'est tout d'abord évaluer votre profil. Donc à travers les 3 ressources, le temps, l'argent et vos connaissances. Vous vous préparez, donc vous faites des visites, vous essayez de voir leur manière de parler, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas des termes par rapport je sais pas, à différents points. Vous vous imprégnez de tout ça, vous analysez votre secteur, vous regardez comment le marché a évolué jusqu'à aujourd'hui dans votre secteur. Et voilà, vous décidez juste après comment vous allez investir, la stratégie que vous allez adopter, quel bien vous allez chercher, voilà, les critères qui vous correspondent. Voilà. Et tout ça, ça fait partie d'un tout que je viens de vous expliquer. Voilà. Je suis allé assez vite sur ces 2 chapitres-là. On dit qu'en moyenne, il faut répéter les choses 6 fois pour qu'elles soient
bien entrer, bien mémoriser. Mais là, voilà, ça reste assez simple, donc il faut bien se préparer, bien se remettre en question, évaluer votre profil, voir comment vous allez visiter les biens si vous pouvez le faire, ou faire intervenir quelqu'un si vous n'avez pas le temps, analyser votre secteur, où vous voulez investir, l'endroit où vous voulez investir, le quartier, est-ce qu'il y a des arrêts de bus, est-ce qu'il y a des services publics. Voilà, il faut tout prendre en compte. Vous mettre à la place du locataire en vous disant, est-ce que moi j'aurais aimé habiter dans ce secteur-là. Voilà. Je sais que d'une rue à l'autre, ça peut faire la différence. Moi, là où j'habite, il y a une rue, une grande ligne droite en fait. D'un côté de la rue, ça fait partie d'une commune, et de l'autre, une autre commune. Et dans la commune de droite, il y a une bonne réputation, et les enfants, s'ils vont à l'école, ils vont aller dans une école qui a une bonne réputation. Vous prenez les maisons dans la rue de gauche, les maisons de la rue de gauche, et ben c'est une autre école qui est dans un quartier populaire, qui est la moins bien réputée de la région, du département. Elle a les plus mauvais résultats. Donc c'est vrai que ça, c'est un critère qu'il faut essayer d'avoir. C'est un point important, parce que il y a eu beaucoup de monde. Ça, c'est une anecdote qu'on m'a apportée. Et les gens demandent de quelle commune fait partie cette maison-là. Et quand ils entendent que ça fait partie de cette commune-là, bien souvent, ils refusent d'acheter ou de louer. Voilà. Donc il faudra essayer d'analyser un maximum votre secteur. Donc vous le connaissez mieux que quiconque. Si vous ne le connaissez pas, voilà, il faut aller sur les lieux, essayer de ressentir les choses, voir si il y a un dynamisme, s'il y a quelque chose qui cloche, si voilà, il y a des squatteurs, si voilà, on va pas se leurrer, s'il y a des gens qui présentent mal, ou si vous le sentez mal, il faut faire confiance à votre instinct, parce que voilà, c'est votre investissement qui est en jeu. En plus, si c'est votre premier investissement, il ne faut pas se louper. Donc faites le maximum pour avoir un maximum d'informations. Je me suis répété, mais voilà. Après, moi, je sais que j'aime bien courir, et voilà, je m'amusais à courir dans le secteur où j'aurais aimé investir, notamment proche du centre-ville, un peu éloigné du centre-ville, ou faire du vélo, et je regardais les biens, et des fois je repérais des biens à vendre. J'ai pas trouvé de biens par ce biais-là, mais bon, on s'imprègne de l'atmosphère du quartier, de la résidence, de l'endroit, pour pouvoir se mettre à la place du locataire futur, et de se dire, voilà, moi j'aimerais bien habiter ici, et si vous le sentez bien, le locataire va sûrement bien se sentir. Après, c'est pas pour vous, mettez de côté les émotions, évitez les achats coup de cœur, mais voilà, mettez un maximum d'informations de votre côté. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce chapitre-là. Prochain chapitre, on va parler du calcul des charges et de la rentabilité. Vous avez déjà accès dans le pavé tout en bas au logiciel de calcul de rentabilité, donc commencez à vous faire la main. Vous avez le tutoriel pour vous aider. N'hésitez pas à aller faire des visites pour essayer de comprendre, essayer de prendre un maximum d'informations, voilà, vous imprégner de tout ça. Et la semaine prochaine, on parle du calcul des charges et de rentabilité. Voilà, les chiffres précisément, comment faire pour calculer tout ça, et vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Merci d'avoir regardé ce cours, je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.